Mon bébé brûlait de fièvre à 3 heures du matin. J'ai supplié qu'on m'emmène, mais mes parents m'ont claqué la porte au nez. Mon père a crié, « S'il meurt, ce n'est pas notre problème. » Alors je les ai fait me supplier à genoux. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Il y a 3 types de silence. Il y a le silence paisible d'une maison endormie, le calme qui précède l'aube. Il y a le silence tendu, celui qui s'installe dans une pièce après une dispute, chargé de mots non dits. Et puis il y a le silence que j'ai connu cette nuit-là, le pire de tous. Le silence prédateur, celui qui avale les sons faibles, celui qui se nourrit de la peur. Il était 3 heures du matin et ce silence avalait les pleurs de mon fils. La chaleur qui sortait du petit corps de Matteo était anormale. Son front, collé contre ma joue, ne brûlait pas comme une fièvre normale mais comme une braise qui menaçait de le consumer de l'intérieur. Il avait à peine 1 an. Sa peau, normalement douce et avec une odeur de lait et de bébé, était collante de sueur froide. Chaque fois qu'il essayait de respirer, un râle horrible secouait sa petite poitrine, un son comme du papier de verre frottant à l'intérieur de ses poumons. Mon cœur ne battait pas, il galopait. Un froid paniqué coulait dans mes veines, aussi glacé que mon fils était brûlant. La maison était sombre, seule la lumière pâle de la lune entrait par la fenêtre de ma chambre et dessinait des ombres allongées sur les murs. Ma chambre, qui était en réalité un ancien débarras transformé, la plus petite et la plus éloignée de la maison, l'endroit qui me rappelait toujours ma place dans cette famille. Les pleurs de Matteo n'étaient plus qu'un gémissement, un fil de son faible et désespéré. Je n'en pouvais plus. Nous n'avions pas de voiture. Mon téléphone n'avait pas de crédit et le portefeuille dans mon tiroir contenait juste assez pour les couches de la semaine. Il n'y avait qu'une option. Avec Matteo bercé dans mes bras, je suis sorti de la chambre. Mes pieds nus ne faisaient pas de bruit sur le sol en carrelage froid. Le couloir semblait interminable, un tunnel sombre qui menait à la porte de mes parents. La porte qui avait toujours l'air fermée pour moi. J'ai hésité une seconde. La dernière fois que je les avais réveillés en pleine nuit, pour un cauchemar d'adolescente, mon père m'avait crié dessus jusqu'à me faire pleurer. Mais là, c'était différent. C'était Matteo, mon fils. Mon premier coup sur le bois fut timide. Un murmure rauque s'échappa de mes lèvres. Maman, papa. Silence. Juste l'écho de ma propre voix et le bruit dans la poitrine de mon fils. J'ai frappé encore, cette fois plus fort, avec le poing fermé. S'il vous plaît, c'est Matteo. Il brûle de fièvre. Il ne respire pas bien. Un murmure se fit entendre à l'intérieur, un grognement agacé. La porte s'ouvrit d'une fente et le visage de ma mère Carmen apparut. Ses yeux étaient gonflés de sommeil et sa bouche tordue en une grimace d'irritation pure. Elle ne regarda même pas le petit corps tremblant que je portais dans mes bras. Ses yeux se plantèrent dans les miens comme si j'étais une vendeuse ambulante, une étrangère. « Tu sais quelle heure il est, Itzel ?» Un sifflement. Sa voix comme un fouet dans le calme de la nuit. « Tu vas réveiller ta sœur. »« Maman, s'il te plaît » ai-je supplié, ma voix se brisant. J'ai tourné le corps de Matteo pour qu'elle puisse le voir. « Touche-le. Il brûle. J'ai besoin qu'on m'emmène à l'hôpital. C'est une urgence. » Mais elle ne bougea pas. Derrière elle, la voix de mon père Arturo retentit depuis l'obscurité de la chambre, grave et cruelle. « Ferme la porte, Carmen. Ne nous laisse pas être dérangés pour chaque rhume que chope le gamin. » Je suis resté glacé. Les mots m'ont frappé comme des pierres. Gamin. C'est comme ça qu'il appelait son seul petit-fils. « Arturo, s'il te plaît » ai-je supplié, ma voix vers l'obscurité. Ce n'est que 10 minutes en voiture. L'hôpital n'est pas loin. C'est alors que ma mère fit un pas en avant, bloquant complètement l'entrée. Un sourire désagréable, presque invisible, courba ses lèvres. Ta sœur a une répétition importante pour son essayage de robe de 15 ans demain. Elle a besoin de son sommeil de beauté. Ne nous entraîne pas dans tes drames. Et alors, sans la moindre hésitation, elle m'a claqué la porte au nez. Le bruit du verrou qui tourne fut comme un coup de feu dans mon cœur. Le clic métallique fut la sentence finale. Je suis resté là à trembler, les larmes tombant de mes yeux et atterrissant sur la peau brûlante de mon bébé. J'ai saisi la poignée, je l'ai tournée, mais c'était fermé.
J'ai posé mon front contre le bois froid, vaincu, et alors j'ai entendu ce qui m'a achevé. Un rire étouffé. La voix de mon père encore. Elle croit qu'on est un foutu service de taxi. Si elle ne peut pas payer un Didi, tant pis. Je me suis reculé comme si la porte m'avait brûlé. J'ai serré Matteo contre ma poitrine, cachant son visage dans mon cou, lui murmurant des promesses que je ne savais pas si je pouvais tenir. Ça va, mon amour. Maman est là. Maman va t'obtenir de l'aide. Je te le promets, ma vie. Je te le promets. Mais en moi quelque chose s'était brisé, comme un miroir tombé au sol. La vieille Itzel, celle qui quémandait des miettes d'affection à cette porte, est morte dans ce couloir. Et à sa place, quelque chose de nouveau et terrible commençait à naître. Quelque chose de silencieux, quelque chose de froid, quelque chose qui a appris cette nuit-là que le sang ne fait pas une famille, parfois il ne fait que te rendre prisonnière. L'air glacé de la nuit de Mexico m'a giflé dès que j'ai ouvert la porte principale. Il est entré dans mes poumons comme des lames, mais le froid était bienvenu. Il était réel. C'était quelque chose à quoi m'accrocher au milieu du cauchemar. Je suis sorti en courant dans la rue pieds nus, avec mon pyjama trempé de ma propre sueur et de celle de mon fils. La rue était déserte, un canyon d'asphalte et de béton baigné par la lumière orange et tremblante des lampadaires. Le monde dormait, ignorant ma guerre personnelle. Au loin, j'ai vu les phares d'une voiture. Mon cœur a bondi d'espoir. J'ai couru vers le trottoir, agitant mon bras libre désespérément. La voiture, une berline moderne, a ralenti. J'ai pu voir la silhouette d'un couple à l'intérieur. La femme m'a regardé. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, peut-être de pitié. Mais l'homme au volant a secoué la tête et a accéléré, me laissant derrière dans un nuage de gaz d'échappement. Ils m'ont regardé comme on regarde une folle, un danger, pas comme une mère avec un bébé malade dans les bras. Une autre voiture est passée, puis une autre. L'histoire se répétait. Elle ralentissait par curiosité, me scrutait de haut en bas puis appuyait sur l'accélérateur, fuyant ma détresse comme si elle était contagieuse. Chaque voiture qui passait était une porte de plus qui se fermait devant moi, un écho du portez-vous de mes parents. J'ai commencé à me sentir invisible, un fantôme criant dans une ville de sourds. Mes bras commençaient à faire mal. Le poids de Matteo était comme du plomb. Mes poumons brûlaient à cause de l'air froid et de l'effort. J'ai appuyé mon dos contre un mur de briques, glissant jusqu'à m'asseoir sur le trottoir sale et glacé. J'ai serré mon fils en berçant son corps inerte, murmurant son nom encore et encore. Matteo, tiens bon mon amour, s'il te plaît, tiens bon. Les larmes gelaient sur mes joues. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifiait la solitude absolue. Ce n'était pas être seul, c'était avoir besoin d'aide et que le monde te tourne le dos. C'est alors que je l'ai vu. Ce n'étaient pas les phares brillants d'une voiture neuve, mais deux lumières jaunâtres et inégales qui s'approchaient lentement, accompagnées du bruit d'un vieux moteur diesel. C'était une camionnette délabrée, de celles qui semblent tenir par la rouille et la volonté. J'ai pensé à ne pas essayer. Mon espoir était en lambeaux. Mais alors les pleurs de Matteo sont devenus un gémissement presque inaudible et j'ai su que je ne pouvais pas abandonner. Je me suis levé en titubant et je me suis planté au milieu de la rue, devenant un obstacle impossible à ignorer. La camionnette a freiné avec un crissement aigu qui a brisé le silence. La vitre du conducteur est descendue avec le son d'un mécanisme fatigué. Un visage ridé, encadré de cheveux gris et d'une grosse moustache, m'a regardé les yeux écarquillés. C'était Don Ramiro, un homme âgé qui vivait au bout de la rue. Je le voyais parfois le matin charger sa camionnette d'outils et de matériaux de construction. Nous n'avions échangé que quelques mots de politesse. « Fillette, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Tu vas bien ?» demanda sa voix grave et rauque, mais pleine d'une inquiétude sincère qui m'a désarmé. « Cette petite créature n'a pas l'air bien du tout. » Je n'ai pas pu former de mots. Ma mâchoire tremblait. J'ai seulement pu montrer de la tête la direction de l'hôpital, à quelques rues de là, et laisser échapper un sanglot étouffé. « Hôpital, s'il vous plaît. » Il n'a pas hésité une seconde. Il ne m'a pas posé d'autres questions. Il ne m'a pas jugé. Il s'est simplement penché et a poussé la porte du passager depuis l'intérieur. « Monte, monte vite. » « Allons-y. » Je suis monté dans la cabine qui sentait le vieux café, le tabac et le travail dur. Le siège était déchiré et le tableau de bord couvert de poussière, mais à ce moment-là, c'était l'endroit le plus sûr du monde. J'ai serré Matteo contre moi pendant que Don Ramiro mettait le moteur en marche et accélérait,
faisant rugir le vieux moteur. Il n'a rien dit pendant le trajet, il conduisait juste, ses jointures blanches serrant le volant, ses yeux fixés sur la route. Il a grillé 2 feux rouges sans hésiter. C'est étrange. Cet homme avec qui j'avais à peine parlé dans ma vie était en train d'enfreindre les règles pour mon fils. Pour nous. Depuis la cabine de cette vieille camionnette, j'ai vu défiler les maisons de mon quartier, y compris la mienne. La lumière du porche était allumée, un petit phare de fausse chaleur dans l'obscurité. Derrière ces murs, mes parents dormaient, peut-être en rêvant de robes de tulle et de banquets, et moi j'étais là, dans la voiture d'un inconnu, fuyant leur cruauté et m'accrochant à la bonté inattendue qui m'avait sauvé de la nuit. À ce moment-là, dans cette camionnette, la définition de famille s'est réécrite dans mon esprit pour toujours. La salle d'attente de l'hôpital était un purgatoire en plastique sous une lumière fluorescente. L'odeur antiseptique et la peur étaient si épaisses qu'on aurait pu les mâcher. Les médecins avaient emmené Mathéo aux urgences pédiatriques dès notre arrivée, l'arrachant de mes bras avec une urgence qui m'a glacé le sang. Don Ramiro est resté avec moi, assis à côté de moi sur une chaise en plastique orange, aussi inconfortable que ma propre peau. Il m'avait acheté un café dans une machine automatique qui avait un goût de plastique brûlé, mais la chaleur du gobelet était une encre dans la tempête de mon angoisse. Merci, Don Ramiro. Vraiment, je vous dois la vie de mon fils, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Il a juste secoué la tête. Tu ne me dois rien, fillette. C'est pour ça qu'on est voisins. La famille, parfois, eh bien, la famille se trompe parfois. Ces mots, dits avec gentillesse, furent une clé qui ouvrit une porte dans mon esprit, une porte que j'avais tenue fermée avec des barricades pendant des années. Et en s'ouvrant, les souvenirs sont sortis en masse, pas comme des fantômes mais comme des pièces exposées dans le musée de ma propre invisibilité. Je me suis rendu compte que la cruauté de cette nuit n'avait pas été un acte isolé. C'était l'aboutissement d'une vie entière à être le second choix, la fille fonctionnelle, l'ombre de ma sœur. Exposition numéro 1, la quinceañera oubliée. J'avais 14 ans et je rêvais de ma fête de 15 ans. Je ne voulais pas un grand salon ni un groupe célèbre, juste une jolie robe, mes amis du collège, un gâteau et peut-être un DJ. Quand je l'ai dit à ma mère, elle a soupiré. Un long soupir fatigué qu'elle utilisait comme une arme. Hé, Itzel, tu sais comment sont les choses. Ton père n'a pas eu beaucoup de travail. Tu es une fille compréhensive, n'est-ce pas? Tu comprends qu'on ne peut pas se permettre ces luxes. J'ai hoché la tête en avalant ma déception. Bien sûr que je comprenais. Je comprenais toujours. Ma fête de 15 ans a été un barbecue dans le jardin avec quelques tantes et les amis de mes parents. J'ai porté une robe prêtée par ma cousine. J'ai souri pour les photos mais à l'intérieur, une petite partie de mes rêves d'enfance est fanée. 2 ans plus tard, pour les 13 ans de ma sœur Samara, mon père est rentré à la maison avec une énorme boîte. C'était un ordinateur portable dernier cri. Pour que ma princesse fasse ses devoirs avec style, a-t-il annoncé fièrement. Moi, j'utilisais toujours le vieux PC familial qui mettait 10 minutes à s'allumer. Quand j'ai demandé à ma mère comment ils avaient pu se le permettre si les choses allaient si mal, elle m'a lancé un regard froid. Les besoins de ta sœur sont différents, Itzel. Elle est plus délicate, plus sociable, elle a besoin de ces choses. Ce n'était pas une question d'argent, ça ne l'a jamais été. C'était une question de valeur. Et aux yeux de mes parents, la valeur de Samara était infiniment supérieure à la mienne. Exposition numéro 2, le rêve brisé. Au lycée, j'ai découvert que j'étais doué pour le design graphique. Mon professeur m'a encouragé à postuler dans une université technique qui avait un excellent programme. À ma surprise, non seulement ils m'ont accepté, mais ils m'ont donné une bourse partielle. Je suis rentré à la maison avec la lettre d'acceptation à la main, mon cœur battant d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était ma chance, ma sortie. Je l'ai montré à mon père pendant qu'il lisait le journal sportif. Il l'a regardé par-dessus ses lunettes sans intérêt. Le design graphique, a-t-il soufflé. Et de quoi tu vas vivre? De dessiner des bonshommes. Il s'est tourné vers moi, son visage se durcissant. Regarde, Itzel, tu es assez grande pour aider à la maison. Trouve un travail à temps plein. Ta sœur a besoin de ses cours de ballet et ces choses ne sont pas bon marché. Sois utile pour une fois. Je suis resté là avec la lettre se froissant dans ma main, sentant mon futur se rétrécir jusqu'à la taille de cette pièce. Je n'ai pas discuté. Pourquoi faire? C'était comme crier à un mur. Cette nuit-là,
j'ai déchiré la lettre d'acceptation en morceaux et je les ai jetés à la poubelle avec la partie de moi qui croyait que je méritais mieux. Exposition numéro 3, le business ridicule. Quand Matteo est né, son père a disparu. Je me suis retrouvé seul, avec un bébé et un besoin désespéré de gagner de l'argent depuis chez moi. Je me suis souvenu de ma vieille passion pour l'artisanat mexicain que ma grand-mère m'avait appris à faire. J'ai commencé à tisser des tapis et à broder des blouses et j'ai ouvert une petite boutique en ligne. Au début, je vendais à peine, mais petit à petit, avec beaucoup de travail et des nuits sans sommeil, j'ai commencé à avoir des clients, la plupart de l'étranger. Ma famille ne l'a jamais pris au sérieux. Ils appelaient ça, le petit commerce des poupées d'Itzel. Samara était la pire. Une fois, je finissais une grosse commande, un tapis de laine qui m'avait pris des semaines à tisser. Elle est entrée dans ma chambre, l'a regardé avec dédain et a dit « Vraiment quelqu'un paie pour cette poubelle ?» On dirait un vieux chiffon. Elle a ri et est sortie, me laissant avec ces mots plantés dans le cœur. Quelques semaines avant la nuit fatidique de la fièvre de Matteo, mon père Arturo est venu dans ma chambre. Il avait une expression faussement aimable. « Écoute, ma fille, j'ai appris par ta mère que tu avais reçu un peu d'argent de tes petites affaires. J'ai besoin d'un prêt. C'est pour l'acompte du salon de la quinceañera de ta sœur. Je te le rends dès que possible. » C'était une somme importante, presque toutes mes économies. J'ai hésité. Mais l'espoir qu'un geste comme ça me gagne un peu d'estime était trop fort. Je lui ai transféré l'argent. Bien sûr, il ne me l'a jamais rendu. Assis sur cette chaise d'hôpital, le café froid dans mes mains, toutes ces pièces se sont assemblées. Le portez-vous, les insultes, l'abandon, n'étaient que les derniers briques d'un mur de mépris qu'ils avaient construit autour de moi toute ma vie. Je n'étais pas leur fille, j'étais une ressource, un extra, un satellite qui n'importait que dans la mesure où il tournait autour du soleil qu'était Samara. Don Ramiro a posé une main sur mon épaule, son geste me ramenant au présent. Ils vont aller bien, fillette. Tu as une tête de battante. Je l'ai regardé et pour la première fois je n'ai pas vu dans mes yeux le reflet d'une victime. J'y ai vu les braises d'une colère que je ne savais pas posséder. Il avait raison. J'étais une battante. J'avais lutté pour mon éducation, pour mon commerce et maintenant pour la vie de mon fils. Et soudain je l'ai su avec une clarté terrifiante. Mon prochain combat ne serait pas pour leur amour ou leur approbation, mais pour la justice. Des heures sont passées qui ont semblé des années. Don Ramiro est parti après s'être assuré qu'on m'avait donné des nouvelles et m'avoir laissé son numéro de téléphone pour toute urgence. Le soleil a commencé à teinter de gris le ciel de la ville et la salle d'attente s'est remplie des bâillements et des inquiétudes du nouveau jour. Je suis resté là sur la même chaise, transformé en statue d'anxiété. Finalement, une docteure au visage fatigué mais aux yeux gentils est sortie par la double porte. Elle a dit mon nom, famille de Matteo Roras. J'ai bondi sur mes pieds, tout mon corps tremblant. Je suis sa mère, ai-je dit, ma voix un nid de grésillement. La docteure m'a offert un petit sourire rassurant. Et calmez-vous, nous l'avons stabilisé. Il avait une fièvre très haute, au-dessus de 40 degrés Celsius, qui a provoqué une convulsion fébrile. Le problème respiratoire était une bronchiolite sévère. Elle fit une pause et son expression devint sérieuse. Je veux que vous m'écoutiez bien. Vous lui avez sauvé la vie. Quelques minutes de plus, une demi-heure au maximum, et les dommages neurologiques dus à la fièvre ou au manque d'oxygène auraient pu être irréversibles. Ou pire. Le mot « pire » resta suspendu dans l'air. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai senti comme si un interrupteur s'était actionné en moi. Un clic. Et soudain, toute la douleur, toute la tristesse, toute l'humiliation des dernières heures et de toute ma vie se sont cristallisées en une seule émotion, pure et dure comme un diamant, la rage. Je l'ai sauvé, ai-je répété à voix basse, non pas comme une question, mais comme une affirmation. On m'a permis d'entrer seul pour le voir. Il était dans un petit berceau d'hôpital avec une perfusion dans sa petite main et un tube d'oxygène près du nez. Sa poitrine montait et descendait avec un rythme régulier et calme. Sa peau avait perdu cette horrible teinte grisâtre et redevenait son rose habituel. Je lui ai caressé la joue, maintenant seulement tiède, pas brûlante. Et pendant que je le regardais, pendant que je sentais l'amour immense remplir ma poitrine, une promesse silencieuse a pris forme dans mon esprit. Ce n'était pas une promesse de vengeance, pas encore. C'était une promesse de protection, un serment que plus jamais personne ne mettrait en danger mon fils. Plus jamais son bien-être ne dépendrait des caprices ou de la cruauté des autres.
Quand le soleil était déjà haut, on nous a laissé sortir avec une longue liste de médicaments et de soins. J'ai enveloppé Matteo dans la couverture de l'hôpital et je suis sorti. Je n'avais pas d'argent pour un taxi, alors j'ai commencé à marcher. Le chemin du retour fut une procession. Chaque pas était lourd, non pas à cause de la fatigue, mais à cause du poids de la certitude. La maison où je retournais n'était plus mon foyer, c'était le territoire de mes ennemis. J'ai ouvert la porte et le bruit de la maison m'a frappé. Ce n'était pas le silence, c'était une cacophonie de préparatifs frénétiques. La voix de ma mère donnant des ordres au téléphone au service traiteur. La musique pop à plein volume depuis la chambre de Samara. L'odeur de la laque dans l'air. Je suis entré dans la cuisine. Ma mère était assise à la table, le téléphone collé à l'oreille, faisant de grands gestes. Mon père lisait le journal. Samara, déjà parfaitement maquillée et coiffée à 10 heures du matin, se faisait des boucles avec un fer chaud. Personne ne m'a regardé quand je suis entré. Il était temps, dit ma mère en couvrant le combiné. Son ton était plat, comme si elle demandait à l'employé pourquoi elle avait mis si longtemps au marché. Où tu as passé toute la nuit? Un rire amer, sec, m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Où j'ai passé la nuit? Ai-je répété, incrédule. À l'hôpital, maman, avec ton petit-fils. Il a failli mourir. Samara posa le fer à boucler et leva les yeux au ciel, un geste qu'elle avait parfaitement entraîné. Oh, s'il te plaît, Itzel, toujours aussi dramatique. Tu vois bien qu'il va bien, non? Pourquoi tu dois toujours être le centre de l'attention? Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Il tourna la page dans un froissement et dit, la voix étouffée par le papier. Tu ne devrais pas avoir d'enfant si tu ne peux pas gérer une simple fièvre. J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans mes paumes, si fort que j'étais sûr de m'être fait saigner. Je voulais crier, renverser la table, leur jeter à la figure leur monstruosité, leur indifférence, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, quelque chose en moi s'est calmé. La rage brûlante s'est changée en glace tranchante. Je les ai regardés tous les trois, absorbés par leur petit monde d'apparence, par leur stupide fête, et je les ai vus tels qu'ils étaient vraiment, pathétiques, faibles. Et j'ai su exactement quel était leur point faible. Leur talon d'Achille n'était ni l'argent ni la maison. C'était cette illusion même qu'ils construisaient avec tant de soin. Leur fierté, leur précieuse réputation. Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête lentement comme si j'acceptais leur verdict. Je suis passé à côté d'eux, je suis monté à l'étage jusqu'à ma chambre et j'ai fermé la porte. La guerre ne se gagnerait pas en criant, elle se gagnerait par le silence, la patience et la précision d'un chirurgien. Ils m'avaient fermé leur porte. Maintenant, moi, je construirai un mur autour d'eux, brique après brique, et j'attendrai qu'ils s'étouffent dans le vide de leur propre égoïsme. L'ancienne Itzel suppliait, la nouvelle Itzel planifiait. Les semaines suivantes furent une étude de dissonance cognitive. Pour moi, la vie s'était réduite à l'essentiel, le rythme de la respiration de Matteo, la bonne dose de ses médicaments, la chaleur de son corps blotti contre le mien la nuit. Ma petite chambre est devenue une forteresse, un sanctuaire où le monde extérieur et ses monstres ne pouvaient pas entrer. Mais derrière cette porte, dans le reste de la maison, la folie de la quinceañera avait tout envahi. C'était comme vivre dans deux réalités parallèles. Dans la mienne, je comptais les pesos pour acheter les médicaments et la formule spéciale que le médecin avait recommandée. Dans la leur, on comptait les jours avant la fête et l'argent dépensé en futilité. La maison s'est remplie d'une énergie frénétique entièrement centrée sur Samara. Chaque jour arrivait un nouveau colis, chaussures de marque, accessoires pour les cheveux, échantillons de maquillage. Ma mère passait des heures au téléphone à discuter des détails les plus dérisoires avec une application que je ne lui avais jamais vue pour quoi que ce soit me concernant. Le menu, la couleur des nappes, le type de fleurs pour les centres de table, tout devenait une affaire d'État. Samara, de son côté, flottait dans la maison dans un nuage d'auto-importance. Elle passait la journée à se prendre en selfie avec ses nouveaux achats et à les poster sur Instagram avec des hashtags comme #objectifs15 et #vie de princesse. Elle était devenue plus arrogante que jamais, me traitant non plus comme une sœur, mais comme une partie du service. Itzel, apporte-moi un verre d'eau. Itzel, repasse cette robe. Itzel, tu peux faire en sorte que Matteo ne fasse pas de bruit? Je suis en appel important avec mon chorégraphe. J'obéissais en silence. Je suis devenu une ombre, une présence utile et muette. Ma soumission les rassurait. Ils croyaient m'avoir enfin brisé,
que j'avais appris ma place. Parfois, j'entendais ma mère dire à une amie au téléphone. Oui, Itzel est beaucoup plus calme maintenant. Je crois que la peur avec le petit l'a fait mûrir. Ce n'était pas de la maturité. C'était du camouflage. Je devenais partie du décor pour pouvoir observer sans être vu, et j'ai observé, j'ai écouté chaque conversation, j'ai noté chaque détail. J'ai entendu mon père Arturo se vanter devant ses amis pendant un match à la télé. On va sortir le grand jeu. Ma Samara mérite le meilleur. Ce sera la fête de l'année, vous verrez. J'ai entendu la panique dans la voix de ma mère quand elle parlait à mon père à voix basse dans la cuisine, pensant que personne ne l'entendait. Arturo, la carte de crédit est déjà au maximum. Le photographe veut le reste du paiement à l'avance. Et j'ai entendu la réponse de mon père. Ne t'inquiète. Je demanderai une avance au travail ou je prendrai un autre prêt. Mais la fête aura lieu, quoi qu'il arrive. On ne va pas être moins bien que les morales. Là était la clé. Les morales, la famille de Tatiana, la rivale de Samara à l'école. La famille Morale possédait plusieurs commerces locaux et vivait dans une maison plus grande, dans un meilleur quartier. La quinceañera n'était pas pour Samara, c'était une compétition, un acte de guerre sociale contre les Morales et contre tous ceux qui avaient un jour fait sentir mes parents inférieurs. Une nuit, pendant que j'essayais d'endormir Matteo, j'ai entendu mes parents se disputer dans le couloir. La porte de ma chambre était légèrement entr'ouverte. « Tu es sûr de ça, Arturo ?» chuchotait Carmen. « Prendre de l'argent sur le compte de retraite, c'est très risqué. »« C'est un investissement, femme, comprends ?» répondit mon père avec impatience. « Quand les gens verront la fête qu'on prépare à Samara, le business du traiteur va décoller. Les contrats vont pleuvoir. C'est pour notre avenir, pour l'avenir de Samara. » Je suis resté immobile dans le noir, Matteo respirant doucement sur ma poitrine. Ils avaient vidé leurs économies pour la vieillesse. Ils avaient hypothéqué leur futur, non par amour pour leur fille, mais pour une illusion, pour un besoin désespéré d'afficher une image de réussite qu'ils n'avaient pas. Ils construisaient un château de cartes sur une base de dette et d'arrogance. Et moi, en silence, j'ai commencé à penser au vent le plus adapté pour le faire tomber. Je n'aurais pas besoin d'un ouragan, juste d'un souffle dirigé au bon endroit. Je me suis levé et je suis allé à mon petit bureau. J'ai allumé mon vieux ordinateur portable, celui qui mettait une éternité à démarrer. Je suis entré sur la page de ma boutique en ligne. J'ai vu les commandes s'accumuler, les messages de clients satisfaits venant de lieux que je ne connaissais que sur la carte, Copenhague, Tokyo, Sydney. Puis j'ai ouvert la page de mon compte bancaire, un compte que ma famille ne savait pas que j'avais. Le chiffre apparu à l'écran était mon secret, mon pouvoir. Le résultat d'années de travail silencieux, de nuit à broder à la lumière d'une petite lampe pendant que regardait la télévision. Eux jouaient leur avenir sur une seule nuit de fausse gloire. Moi, j'avais construit le mien, point par point, dans l'obscurité de leur indifférence, et j'ai senti un calme glacé parcourir mon corps. La partie était sur le point de changer. L'occasion s'est présentée de la façon la plus inattendue, enveloppée dans l'arrogance de ma propre sœur. Il restait à peine 2 semaines avant la fête et le stress à la maison était palpable. Samara devait rendre un projet scolaire important, un montage vidéo pour son cours de communication. Le thème était « Ma vision du futur ». Bien sûr, sa vision du futur était un montage de défilés de mode, de yachts et de villas, avec elle comme protagoniste. Le problème, c'est que Samara, malgré son obsession pour la technologie des réseaux sociaux, n'avait pas la moindre idée de comment utiliser un logiciel de montage vidéo. Je l'ai trouvée dans le salon, presque en larmes de frustration devant l'écran de son ordinateur portable dernier cri. « Cette chose stupide ne marche pas », cria-t-elle en frappant le trackpad. « La vidéo est horrible et la musique ne se synchronise pas. » Ma mère est arrivée aussitôt, voletant autour d'elle comme une poule inquiète. « Calme-toi, ma chérie, tu vas voir, ça va s'arranger. Papa t'aidera quand il rentrera. » Elles savaient toutes les deux que mon père comprenait le montage vidéo autant que la physique quantique. Samara m'a lancé un regard en coin, un mélange de désespoir et de mépris. Elle savait que j'avais suivi quelques cours de design graphique en ligne. Elle savait que je comprenais ces choses-là, mais sa fierté était une barrière presque aussi grande que son ignorance. Je suis resté sur le seuil du salon, observant la scène en silence. J'ai attendu. J'ai laissé sa frustration grandir, son panique à l'idée d'avoir une mauvaise note la consumeur. Finalement, après 10 minutes de plaintes et de gémissements,
elle a cédé. Itzel, dit-elle sans me regarder, comme si prononcer mon nom lui demandait un effort physique. Toi c'est comment faire marcher ça? Je me suis approché lentement. Peut-être, ai-je répondu, d'une voix neutre. Laisse-moi voir. Je me suis assise à côté d'elle. Son parfum coûteux m'a envahi, une odeur sucrée et artificielle. Le fichier vidéo était un désastre, des clips en désordre et une timeline chaotique. Ça va prendre du temps, ai-je dit, plus pour moi que pour elle. J'aurai besoin d'utiliser ton téléphone pour importer certains filtres que tu as et aussi pour nettoyer l'audio des clips. Fais ce que tu dois faire, mais répare-le, a-t-elle lâché en se levant et en quittant le salon comme si elle me rendait service. Et là, j'avais l'accès, le cheval de Troie. Pendant l'heure suivante, j'ai travaillé sur sa vidéo. Avec une partie de mon esprit, je l'ai vraiment réparé, j'ai aligné les clips, corrigé les couleurs, synchronisé la musique. C'était facile. Mais avec l'autre partie, celle qui avait attendu patiemment dans l'ombre, j'ai exécuté mon vrai plan. J'ai connecté son téléphone à l'ordinateur portable. Pendant que les fichiers se transféraient, j'ai ouvert sa galerie. Des centaines de selfies, des vidéos d'elle en train de s'entraîner à des chorégraphies, et puis ce que je cherchais, le dossier des notes vocales. Samara était de ces personnes qui, au lieu d'écrire, enregistraient de longs messages vocaux et les envoyaient à ses amis sur WhatsApp. C'étaient des monologues de pure vanité et de méchanceté. J'ai commencé à les écouter avec les écouteurs. L'un après l'autre, un torrent de venin. Il y en avait un où elle se moquait de la robe que Tatiana Moral avait portée à une fête. On aurait dit une meringue ratée, je te jure. Il y en avait un autre où elle critiquait ses propres amis. Mais ensuite, j'ai trouvé le joyau de la couronne. C'était un message vocal envoyé à sa meilleure amie la semaine précédente. Sa voix était un chuchotement de conspiratrice. Jean, tu peux y croire? L'oncle de Tatiana, Monsieur Moral, tu sais? Celui qui a l'entreprise de construction, il va sponsoriser les boissons de ma fête. Mon père dit que c'est pour bien paraître, parce qu'au fond il nous jalouse. Le vieux est un riche ennuyeux et sa femme s'habille comme avec les rideaux de sa maison. Mais bon, qu'il paie, non? Leur argent est le bienvenu, même si je m'en fiche d'eux. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était parfait, c'était de l'arrogance, c'était de l'insulte, et surtout, c'était la preuve irréfutable de son mépris. J'ai discrètement branché ma propre clé USB sur l'ordinateur. En quelques secondes, j'ai créé un dossier caché et j'ai copié cette note vocale avec 5 ou 6 autres tout aussi juteuses. Puis, avec le même calme, j'ai éjecté la clé et l'ai glissée dans ma poche. J'ai fini de monter sa stupide vidéo. Je l'ai laissée impeccable, bien mieux qu'elle n'aurait jamais pu le faire. C'est prêt. Je l'ai appelée. Samara est revenue, a regardé l'écran et ses yeux se sont illuminés. Eh bien, il était temps que tu serves à quelque chose, dit-elle avec un demi-sourire. Elle ne m'a pas remercié. Elle s'est simplement assise et a admiré son propre visage à l'écran. Je me suis levé et je suis retourné dans ma chambre. J'ai sorti la clé USB de ma poche. Elle me paraissait lourde comme une arme. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je n'ai pas ressenti de remords. Juste la sensation froide et satisfaisante d'une serrure qui s'emboîte dans sa clé. Le procès de Samara et celui de toute ma famille venait de commencer. Et moi, la fille invisible, je serais la juge, le jury et la bourreau. L'arme était déjà dans mes mains, mais une arme sans plan n'est qu'un morceau de métal inutile. Je savais que je ne pouvais pas agir de manière impulsive. La vengeance, pour être vraiment dévastatrice, devait être un plat servi froid, préparé méticuleusement et présenté au moment exact. Mon premier pas était de forger une alliance. J'avais besoin de quelqu'un qui aurait autant à gagner que moi à la chute de Samara. Et il n'y avait qu'un nom sur ma liste, Tatiana Moral. Obtenir son numéro n'a pas été difficile. Samara l'avait dans ses contacts, étiqueté avec mépris, la meringue. Je lui ai écrit un message simple et direct depuis un numéro prépayé que j'avais acheté le jour même. Salut, Tatiana. Je suis Itzel, la sœur de Samara. J'ai besoin de te parler. C'est important et ça la concerne. On peut se voir? Sa réponse a mis presque une heure à arriver. Comment tu as eu mon numéro? Je ne veux pas d'ennui. Tu n'auras pas d'ennui, ai-je répondu. Au contraire, je pense que j'ai quelque chose qui va beaucoup t'intéresser, quelque chose que tu attends depuis longtemps.
demain à 16 h au café près de l'école. Si tu ne viens pas, je comprendrai, mais tu le regretteras. J'ai joué ma carte, l'intrigue. Je savais que sa curiosité et son animosité envers ma sœur seraient plus fortes que sa prudence. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, je suis arrivé au café 10 minutes en avance. J'ai choisi une table dans le coin, loin de la porte et des fenêtres. Tatiana est arrivée à l'heure, regardant autour d'elle avec nervosité. C'était une jolie fille, mais avec une ombre d'insécurité dans les yeux, la marque claire de quelqu'un qu'on a moqué pendant longtemps. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle en s'asseyant, mais sans enlever son sac à dos, comme si elle était prête à s'enfuir. « Merci d'être venu » ai-je commencé, d'une voix calme et posée. « Je vais droit au but. Je sais comment ma sœur t'a traité toutes ces années. J'ai entendu les moqueries, je l'ai vu t'humilier devant les autres, et j'en ai assez. » Elle m'a regardé avec scepticisme. « Et pourquoi je te croirais ? Tu es sa sœur. Le sang ne veut rien dire quand il n'y a pas de loyauté, ai-je dit. Mes propres mots m'ont surprise par leur dureté. Ma famille a choisi sa championne, et ce n'est pas moi. Nos intérêts, Tatiana, sont alignés. Tu veux qu'elle arrête de te harceler. Moi, je veux qu'elle apprenne une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Une leçon sur les conséquences. » Ses yeux restaient méfiants. Il lui fallait une preuve, une offrande de paix. J'ai sorti mon téléphone, j'ai branché les écouteurs et je lui en ai tendu un. Et écoute, ça date d'il y a 2 jours. J'ai lancé l'une des notes vocales les moins graves, mais tout de même blessantes, où Samara se moquait cruellement de la nouvelle coupe de cheveux de Tatiana avec son groupe d'amis. Pendant qu'elle écoutait, j'ai vu le visage de Tatiana passer de la surprise à la colère, puis à une expression de douleur durcie. Quand ça s'est terminé, elle m'a rendu l'écouteur, les lèvres serrées en une fine ligne. « Je la déteste » a-t-elle murmuré. Et dans sa voix, j'ai entendu des années d'humiliation retenues. « Je sais » ai-je répondu. « Et ça, ce n'est rien. J'en ai plus, beaucoup plus. » Je lui ai parlé de la note vocale à propos de son oncle, Monsieur Moral, mais sans la lui faire écouter encore. C'était mon atout, et je n'allais pas le jouer si tôt. « Qu'est-ce que tu proposes » demanda-t-elle. Son attitude avait complètement changé. Elle était maintenant penchée au-dessus de la table, ses yeux fixés dans les miens. « Je propose un plan par étapes » ai-je expliqué. « Nous n'allons pas la détruire d'un seul coup. Nous allons démonter son monde pièce par pièce juste avant sa grande nuit. On lui retirera ses amis, on sèmera le doute sur son image et puis, quand elle sera la plus vulnérable, on donnera le coup de grâce. » Je lui ai expliqué la première phase. Je lui enverrai l'audio où Samara se moquait de ses soi-disant meilleurs amis. Tatiana s'occuperait de le faire parvenir aux bonnes personnes, pas directement, mais par un tiers, pour que ça ressemble à une rumeur qui a fuité. Je veux qu'elle se sente seule, lui ai-je dit. Je veux qu'elle arrive à sa fête entourée de monde, mais qu'elle se sente complètement isolée. Que ces sujets l'abandonnent. Tatiana a souri pour la première fois. C'était un sourire de prédatrice, celui de quelqu'un qui voit enfin l'occasion de rendre les coups. « J'aime ta façon de penser » a-t-elle dit. « Il y a une condition » ai-je ajouté. « Personne ne doit savoir que je suis impliqué. Pour tout le monde, ce sera ton œuvre, ou simplement une rumeur qui a échappé à tout contrôle. » Compris. Compris. Son visage sérieux a acquiescé. « Je ne dirai rien. Tu as ma parole. Nous avons échangé nos numéros, cette fois les vrais. » Quand elle est partie, je suis resté un moment à regarder mon reflet dans la vitre du café. La fille qui me renvoyait mon regard était différente d'il y a quelques semaines. Ses yeux n'étaient plus remplis de supplications, mais de stratégie. Mon père m'avait dit un jour que je devais être utile et j'étais sur le point de l'être. J'allais être l'outil qui défraie le monde qu'ils avaient construit à mes dépens. Pendant ce temps, à la maison, je restais la fille silencieuse et obéissante. Personne ne se doutait que, pendant que je repassais les nappes pour la fête, j'aiguisais aussi la guillotine. La première phase de notre plan s'est exécutée avec une précision chirurgicale. 2 jours après ma rencontre avec Tatiana, je lui ai envoyé le fichier audio. C'était une note vocale où Samara déversait tout sur ses 2 meilleures amies, Sofia et Valentina, en se plaignant qu'elles étaient des copieuses et des ennuyeuses. Tatiana, fidèle à sa parole, l'a passée à sa cousine, qui, par hasard, était dans le même cours de danse que Valentina. En moins de 24 heures, l'audio avait circulé dans tous les groupes WhatsApp importants de l'école. L'effet a été immédiat et dévastateur.
Le premier signe que la tempête avait éclaté fut le silence. Samara, qui d'habitude ne passait pas 5 minutes sans que son téléphone sonne, s'est retrouvée d'un coup avec un écran inerte. Les appels n'entraient pas, les messages ne recevaient pas de réponse. Ses amis l'avaient transformée en fantôme numérique. Je l'ai vue errer dans la maison comme un lion en cage, regardant son téléphone toutes les 2 secondes avec un mélange de rage et de panique. Elle a essayé d'appeler Sofia, mais l'appel est allé directement sur messagerie. Elle a écrit un message furieux à Valentina, qui s'est soldé par un « vu » et aucune réponse. Je ne comprends pas ce qui se passe, a-t-elle crié à ma mère ce soir-là pendant le dîner. D'un coup, personne ne me parle. Ils font comme si je n'existais pas. Ma mère a essayé de la consoler avec ses phrases vides habituelles. Ma chérie, c'est sûrement un malentendu. Tu sais comment sont les filles à cet âge, jalouses. Mais moi, je connaissais la vérité. Et pendant que je coupais ma nourriture en petits morceaux, j'ai savouré une satisfaction froide et silencieuse. La reine était détrônée et elle ne savait même pas pourquoi. 2 jours plus tard est arrivé le second coup. J'ai envoyé à Tatiana l'audio suivant, où Samara se moquait d'un petit commerce local, une pâtisserie qui allait sponsoriser une partie du buffet de dessert. Leurs gâteaux sont super lourds, mais bon, c'est mieux que rien, disait-elle avec dédain. La propriétaire de la pâtisserie était la mère d'un autre camarade de classe. Encore une fois, l'information a fuité discrètement. L'appel est arrivé le vendredi après-midi. J'étais dans la cuisine à donner à manger à Matteo et j'ai entendu mon père Arturo au téléphone. Sa voix, habituellement si autoritaire, était suppliante. Mais, madame, comment ça, vous vous retirez si on avait déjà un accord? Non, bien sûr que non. Je comprends que vous soyez fâché, mais... Il a raccroché d'un coup sec. Qu'est-ce qui s'est passé? A demandé ma mère en entrant dans la cuisine. La vieille de la pâtisserie, douce enchantée, a grogné mon père. Elle dit qu'elle se retire du sponsoring, qu'elle a entendu une rumeur comme quoi Samara se moquait de son commerce. Maudite rumeur de village. Et maintenant on fait quoi? Demanda ma mère, la voix teintée de panique. Ce buffet de dessert allait nous faire économiser une petite fortune. Eh bien, on devra le payer de notre poche, a dit mon père en se passant la main sur le visage. Cherche la carte de crédit, celle qui a encore un peu de marge. La tension dans la maison se coupait au couteau. Samara était d'une humeur infernale, pleurant dans sa chambre à cause de l'abandon de ses amis. Mes parents étaient de plus en plus stressés par l'argent et par les rumeurs qui semblaient sortir de nulle part. Ils ont commencé à se disputer entre eux, des chuchotements furieux la nuit qui traversaient les murs, et moi je me déplaçais entre eux. Invisible, serviable. Tu as besoin de quelque chose, maman? Tu veux que je te prépare un thé, papa? Je leur offrais mon aide, mon calme, et ils l'acceptaient sans se rendre compte qu'ils invitaient le serpent à leur table. Ils se sentaient assiégés par un ennemi sans visage, sans savoir que l'ennemi dormait sous leur propre toit. Je leur souhaitais bonne nuit et j'observais leur monde parfait s'effondrer pièce par pièce, exactement comme je l'avais prévu. La veille de la fête, la maison était un asile de fleurs, de cartons et de nerfs à vif. Mais sous la façade de célébration, il y avait un courant souterrain de désespoir. Samara n'avait plus ses demoiselles d'honneur. Mes parents avaient épuisé le moindre centime de crédit. Ils misaient tout sur cette nuit, espérant que l'éclat de la fête effacerait les ombres qui planaient sur eux. Ils ne savaient pas que la nuit la plus sombre était encore à venir, et que je gardais la dernière pièce d'artillerie à l'arme ultime pour le moment où les lumières de la salle seraient braquées sur eux. J'attendais patiemment. Le spectacle était sur le point de commencer. La nuit de la fête est arrivée, enveloppée d'une fausse promesse de glamour. Depuis ma chambre, j'entendais le chaos des derniers préparatifs. Le sèche-cheveux de Samara, la voix nerveuse de ma mère, les pas précipités de mon père. Ça sentait le parfum cher et le désespoir. Je n'étais pas invité. Oh, plutôt, personne n'avait pris la peine de me le dire. On supposait que ma place était à la maison, à garder Matteo, loin de leur célébration parfaite. C'est exactement ce qu'ils pensaient. J'ai attendu qu'ils partent. J'ai entendu la voiture de mon père démarrer et s'éloigner. La maison est devenue soudain silencieuse, totalement. J'ai donné son dîner à Matteo, je lui ai chanté une berceuse et je l'ai couché dans son petit lit. Il dormait paisiblement, sans savoir la tempête que j'allais déclencher. Alors, mon propre rituel a commencé. J'ai appelé Don Ramiro. Je suis prête, Don Ramiro.
Vous pourriez passer me prendre dans une demi-heure. Bien sûr, fillette. Je serai là, sans faute, a répondu sa voix chaleureuse à l'autre bout du fil. C'était mon complice silencieux, le gardien de mon fils et de mon secret. J'ai ouvert mon armoire. Derrière mes vêtements de tous les jours, accrochés dans une housse, il y avait la robe. Je l'avais achetée en ligne 2 semaines plus tôt avec l'argent de mon commerce. Ce n'était pas une robe de quinceañera, c'était quelque chose de bien plus puissant. Une robe de cocktail bleu nuit, à la coupe simple mais élégante, dans un tissu qui tombait avec poids et autorité. C'était la robe d'une femme, pas d'une fille. La robe de quelqu'un qui ne demande pas la permission pour entrer dans une pièce, mais qui la possède. Je me suis maquillé avec soin. Pas le maquillage chargé de Samara, mais un maquillage subtil qui mettait mes traits en valeur et cachait les cernes des dernières semaines de planification. Quand j'ai terminé, je me suis regardé dans le miroir. La fille qui me regardait était une étrangère. Il y avait une dureté dans ses yeux qui n'y était pas avant, un calme dangereux sur la ligne de sa bouche. Celle qui suppliait dans les couloirs avait disparu pour toujours. À sa place se trouvait une femme qui allait réclamer ce qui lui appartenait. Don Ramiro est arrivé à l'heure. J'ai dit au revoir à Matteo avec un baiser sur le front et je suis sorti. La vieille camionnette de Don Ramiro contrastait comiquement avec mon apparence, mais je m'en fichais. « Mais tu as l'air différente, fillette », dit-il en me regardant avec un mélange de surprise et d'approbation, comme une chef. « Ce soir, je le suis », ai-je répondu, et un petit sourire est apparu sur mes lèvres. La salle des fêtes était un déluge de mauvais goût. Des néons roses, des fontaines de chocolat et une arche de ballons géants. La musique était beaucoup trop forte. À travers les grandes vitres, j'ai vu mes parents accueillir les invités, leur sourire aussi faux que les fleurs en plastique des centres de table. J'ai vu Samara seule au centre de la piste, dans sa robe de princesse, mais avec une raideur dans la posture qui trahissait son malheur. J'ai pris une grande inspiration. C'est l'heure, me suis-je dit. Je suis descendu de la camionnette et j'ai marché vers l'entrée. Le vigile m'a regardé de haut en bas. Clairement, il ne s'attendait pas à quelqu'un comme moi. Mon nom n'était pas sur la liste. Je suis la sœur de la reine de la soirée, ai-je dit d'une voix ferme, sans laisser place au doute. Enchanté. Il a hésité, intimidé par mon assurance. Il s'est écarté et m'a laissé passer. Je suis entré dans la salle. Le changement d'atmosphère a été instantané. La musique a semblé baisser d'un cran. Les conversations se sont arrêtées. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'ai vu le visage de ma mère, son sourire s'est figé en une grimace d'horreur. J'ai vu mon père, sa mâchoire s'est ouverte. J'ai vu Samara, ses yeux se sont arrondis, mélange de rage et de confusion. J'ai traversé la salle, mes talons faisant un clic rythmé sur le marbre. Je n'ai pas souri, je n'ai salué personne. J'ai simplement marché, la tête haute, vers la table d'honneur où ma famille était assise. C'était une déclaration de guerre silencieuse. J'étais arrivé sans invitation à leur fête parfaite et j'étais sur le point de tout brûler jusqu'aux fondations. J'ai atteint la table d'honneur et je suis resté debout, les observant. Le silence dans la salle était presque total, seulement brisé par un murmure confus des invités. Ma mère, Carmen, a réagi la première. Elle s'est levée, le visage masque de fureur contenue. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle sifflé, assez bas pour que moi seul l'entende. « Tu n'étais pas invité. »« Pars tout de suite. »« Tu veux faire une scène ?»« Une scène » ai-je répondu. Ma voix, tout aussi basse, mais coupante comme la glace. « Pas encore, maman. La scène va commencer. Assieds-toi. » Il y avait dans mon ton une autorité que je n'avais jamais utilisée avec elle. Étonnamment, elle a obéi. Elle s'est assise, les mains tremblantes de rage sur la nappe. Mon père, Arturo, me regardait avec une pure incrédulité. Samara me foudroyait du regard, ses yeux promettant un meurtre. Je les ai ignorés tous les deux. Mon attention était ailleurs. J'ai balayé la salle du regard jusqu'à trouver ma cible. À l'une des tables les plus proches, Monsieur Moral était assis avec sa femme et sa fille, Tatiana. Nos yeux se sont croisés une fraction de seconde. Je lui ai donné un léger signe de tête. Elle a compris. Le plan se poursuivait. Le maître de cérémonie, un homme en costume brillant et au sourire collant, ignorant la tension, a raclé sa gorge et s'est approché du micro. Et maintenant, chers invités, voici le moment le plus attendu de la soirée.
Le père de notre magnifique reine, Monsieur Arturo Roras, va nous adresser quelques mots. Les applaudissements furent épars et un peu forcés. L'atmosphère était lourde. Mon père s'est levé en essayant de retrouver son sourire d'hôte. Il a ajusté le nœud de sa cravate et a marché vers la petite scène. Je suis resté debout près de la table. Arturo a pris le micro. Bonsoir à tous, famille, amis. Merci d'être avec nous en cette nuit si spéciale. Sa voix tremblait un peu. Aujourd'hui, nous célébrons ma fille, ma princesse Samara, une jeune femme pleine de talent, de beauté, et d'un avenir brillant. Sa mère et moi ne pourrions pas être plus fiers. Pendant qu'il parlait, j'ai commencé à marcher. Lentement et délibérément, je me suis déplacé de la table d'honneur vers la scène. Les invités suivaient chacun de mes pas du regard. J'ai vu la panique dans les yeux de mon père quand il m'a vu approcher. Il a accéléré son discours, essayant de finir avant que j'arrive. Et nous voulons seulement lui souhaiter tout le bonheur du monde. Merci pour... Trop tard. J'étais déjà à ses côtés sur la scène. Avant qu'il puisse réagir, j'ai pris le deuxième micro sur le pupitre. Le technicien son, confus, l'a activé. Excuse-moi de t'interrompre, papa, ai-je dit, ma voix résonnant claire et ferme dans toute la salle. Un souffle collectif a parcouru l'assemblée. Ton discours est très émouvant, mais tu as oublié de mentionner l'une des qualités les plus importantes de cette famille, son énorme cœur et sa compassion. Mon père a essayé de m'arracher le micro, mais je l'ai tenu fermement. Litzel, descends de là tout de suite, a-t-il murmuré, le visage rougissant. Ne t'inquiète pas, ce sera rapide, l'ai-je rassuré. Puis je me suis tourné vers les invités, le visage impassible. J'aimerais partager avec vous une petite anecdote personnelle qui illustre parfaitement cette compassion dont je parle. J'ai regardé directement la table des morales, puis chacun des visages des amis et de la famille de mes parents, les gens devant qui ils avaient construit leur façade de respectabilité. Il y a quelques semaines, mon fils d'1 an, leur petit-fils, était gravement malade. Sa fièvre était si haute qu'il a commencé à convulser. Il était 3 heures du matin. J'ai marqué une pause pour laisser mes mots s'installer. Le désespéré, je suis allé à la porte de mes parents pour les supplier de m'emmener à l'hôpital. Juste ça, un trajet de 10 minutes pour sauver la vie de leur petit-fils. J'aimerais que vous écoutiez de vos propres oreilles la réponse que j'ai reçue de cet homme si fièrement un père. J'ai sorti mon téléphone, tout était prêt. Je l'ai approché du micro. Le silence dans la salle était si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières. J'ai appuyé sur lecture. La voix de mon père, déformée par l'enregistrement mais reconnaissable, a rempli la salle, grave et cruelle. Ferme la porte, Carmen. Ne nous laisse pas être dérangés pour chaque rhume que chope le mioche. S'il meurt, ce n'est pas notre problème. L'impact de ces mots a été physique. J'ai vu la femme de Monsieur Moral porter la main à sa bouche. J'ai vu les tantes et les cousines de ma mère se regarder avec horreur. J'ai vu mon père, Arturo, devenir pâle comme un fantôme, la bouche ouverte sur un beau muet. Mais je n'avais pas fini. Une démonstration de compassion incroyable, n'est-ce pas, ai-je poursuivi, ma voix dégoulinant d'un sarcasme glacé. Mais la générosité de cette famille ne s'arrête pas là. Elle s'étend aussi à ses amis et bienfaiteurs. J'ai regardé droit Monsieur Moral. Monsieur Moral, vous avez été très généreux en sponsorisant cet événement. Je pense que cela va vous intéresser d'entendre ce que la princesse Samara pense vraiment de votre gentillesse. J'ai appuyé à nouveau sur lecture. La voix criarde et conspiratrice de Samara a envahi l'espace. L'oncle de Tatiana, Monsieur Moral, tu sais? Le vieux est un riche ennuyeux, et sa femme s'habille comme avec les rideaux de sa maison. Mais bon, qu'il paie, non? Leur argent est bienvenu, même si je me fiche d'eux. Si le premier enregistrement fut une bombe, le second fut l'apocalypse. Monsieur Moral s'est levé d'un bond, le visage mauve de colère. Sa femme semblait sur le point de s'évanouir. Tatiana observait simplement la scène, les yeux brillants d'une lueur triomphante. Le chaos a éclaté. Les gens ont commencé à parler fort, à se lever de table. La façade s'était brisée, révélant la pourriture en dessous. Mon père a tenté de dire quelque chose au micro, mais il n'en est sorti qu'un bafouillage incohérent. Ma mère était pétrifiée sur sa chaise, son visage en ruine. Et Samara? Samara était au centre de la piste, sa robe de princesse devenue un déguisement ridicule,
regardant autour d'elle pendant que son monde de rêve se changeait en cauchemar public. La reine avait été déshabillée devant toute sa cour et moi, la fille invisible, je tenais le micro en regardant tout brûler. L'exode fut rapide et brutal. Les invités ne sont pas partis discrètement. Ils ont fui. Ils ont fui comme si l'air même de la salle était contaminé par la laideur qu'ils venaient de voir. J'ai vu Monsieur Moral s'approcher de mon père, lui dire quelque chose à l'oreille avec une expression de fureur glacée qui a fait reculer mon père d'un pas, puis partir avec sa famille sans se retourner. Le reste des invités les a suivis, prenant leurs sacs et leurs manteaux, évitant de regarder ma famille comme s'ils craignaient d'attraper leur honte. En moins de 10 minutes, la grande salle opulente est restée presque vide. Il ne restait que quelques parents éloignés, trop gênés pour partir, mais trop honteux pour s'approcher, et le personnel de l'événement, qui regardait la scène avec un mélange de curiosité professionnelle et de pitié. La musique s'était arrêtée. Le silence qui a rempli l'espace était lourd, épais, seulement coupé par les sanglots hystériques de Samara. J'ai posé le micro sur le pupitre. Le petit bruit a sonné comme le coup de marteau d'un juge. Je suis descendu de la scène, mais pas calme et mesuré. Je me suis approché de la table d'honneur, qui ressemblait maintenant à un monument d'un désastre. Ma mère restait assise à regarder dans le vide, comme si son esprit s'était déconnecté. Samara était par terre, recroquevillée, sa robe coûteuse froissée et tachée de larmes et de mascara coulé. Mais c'est mon père, Arturo, qui a bougé. Il s'est jeté sur moi, non pas avec la rage que j'attendais, mais avec une désespérance animale. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage défait. Il m'a attrapé par les bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Pourquoi, ma fille? Son souffle sentait l'alcool et la défaite. Pourquoi, Itzel? Pourquoi nous as-tu fait ça? Nous sommes ta famille. Nous t'avons donné un toit. Nous t'avons donné à manger. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans peur. Pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti pas même une pincée d'intimidation devant lui. J'ai seulement ressenti un profond mépris, calme. Un toit, ai-je répondu, ma voix dangereusement tranquille. Tu m'as donné un toit la nuit où tu m'as claqué la porte au nez pendant que ton petit-fils mourait dans mes bras. Tu m'as donné à manger quand je t'ai donné mes économies pour cette stupide fête et que tu ne me les as jamais rendues. Ne te trompe pas, papa. Vous ne m'avez rien donné. Vous m'avez pris. Vous m'avez pris ma confiance, vous m'avez pris mes rêves et vous avez failli me prendre mon fils. Ses mains ont relâché leur prise. Mes mots l'avaient frappé plus fort que n'importe quelle gifle. J'étais seul. J'étais fatigué. Je n'ai pas pensé à ce que je disais, a-t-il balbutié, cherchant une excuse. N'importe quoi. Mais si, tu y as pensé, les jeux coupés. Mais tu l'as dit parce que tu le pensais. Et s'il meurt, ce n'est pas notre problème. C'est ta vérité. C'est la vérité de cette famille. Mon fils et moi, nous ne sommes pas votre problème, jusqu'au moment où nous en devenons un, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où j'ose montrer au monde le genre de monstre que vous êtes sous vos beaux costumes et vos faux sourires. Carmen a enfin semblé revenir à elle. Elle s'est levée, les yeux pleins d'une haine venimeuse. Tu es une ingrate, une vipère. Nous t'avons accueilli, toi et ton bâtard, et voilà comment tu nous remercies, en nous humiliant. Le mot « bâtard » m'a transpercé, mais la douleur a été aussitôt remplacée par une colère blanche. Ne traite plus jamais mon fils de cette façon, ai-je dit, et ma voix est descendue en grondement, un son dont je ne me savais pas capable. Ce bâtard, comme tu dis, a plus de décence dans son petit doigt que toute cette famille réunie. Et pour l'humiliation, non, maman, je ne vous ai pas humilié. J'ai reculé d'un pas, les englobant tous les trois du regard. Mon père, dégonflé et brisé, ma mère, tremblante de rage impuissante, et Samara, une princesse sanglotante sur son trône de ruine. Je n'ai rien détruit ce soir, ai-je continué, ma voix se projetant maintenant dans le silence de la salle. J'ai seulement allumé une lumière, j'ai mis un miroir devant vous. Ce que les gens ont vu, la laideur, la cruauté, l'égoïsme, tout ça est à vous. C'est ce que vous êtes. Moi, je n'ai été que la messagère, celle qui a osé dire la vérité à voix haute. Vous avez construit ce château de mensonges. Vous êtes vraiment surpris qu'il se soit effondré d'un simple souffle? Vraiment? Arturo m'a regardé et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux. La peur. La peur de moi. Et maintenant, a-t-il murmuré, la question adressée plus à l'air qu'à moi.
J'ai haussé les épaules. Maintenant, vous gardez ce que vous avez semé. Vous restez ici, au milieu de votre fête ratée, avec vos dettes et votre réputation réduite en cendres. J'ai marqué une pause, goûtant mes derniers mots. Maintenant, vous allez apprendre ce que c'est de demander de l'aide et de n'entendre en réponse que le silence. Sans dire un mot de plus, je me suis retourné. Les laisser là, au milieu de la dévastation qu'ils avaient eux-mêmes provoquée, fut l'acte final. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Je n'avais pas besoin d'entendre leurs excuses ni leurs insultes. Le jugement était terminé. La sentence avait été prononcée. J'ai traversé la salle vide, mais pas résonnant dans le silence. Le sol était collant à cause des boissons renversées. Je suis passé près de la table des desserts, une montagne de gâteaux et de sucreries que personne n'avait touché. J'ai vu le gâteau de quinceañera à 5 étages, une tour de meringue rose et blanche qui ressemblait maintenant à un mausolée. Je suis passé sous l'arche de ballons, dont certains commençaient déjà à se dégonfler comme des soupirs fatigués. L'odeur des fleurs coûteuses se mêlait à la puanteur de l'échec. Je suis arrivé à la porte principale. Le vigile, qui m'avait regardé plus tôt avec suspicion, évitait maintenant mon regard comme si j'étais une apparition. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Il était propre, pur. Il a rempli mes poumons, balayant les derniers restes de l'atmosphère viciée de la salle. J'ai respiré profondément encore et encore. C'était la première respiration vraiment libre que j'avais prise depuis des années. J'ai senti comme si un poids invisible que je portais sur mes épaules toute ma vie, le poids de leur approbation, de leur mépris, de leur indifférence, s'était enfin dissipé. La vieille camionnette de Don Ramiro m'attendait de l'autre côté de la rue, ses phares jaunâtres comme un phare dans l'obscurité. J'ai traversé la rue et j'ai ouvert la porte passager. « Tout va bien, fillette ?» a demandé sa voix douce. Je l'ai regardé, et un vrai sourire, le premier depuis longtemps, s'est dessiné sur mon visage. « Tout est parfait, Don Ramiro, lui ai-je dit. Tout est parfait. » Pendant que nous nous éloignions, je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce que je verrais, une salle de fête coûteuse, pleine des restes d'une célébration ratée et, au centre, 3 personnes face au reflet de ce qu'elles étaient vraiment. Ce n'était plus mon cirque, ce n'était plus mes singes. Le retour à la maison a été silencieux, mais c'était un silence différent. C'était le silence paisible d'une mission accomplie, le silence du calme après la tempête. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville défiler. Chaque lumière était une possibilité, chaque rue un nouveau chemin. Le monde me semblait vaste et plein d'opportunités, non plus limité par les 4 murs de cette maison et les attentes toxiques de cette famille. Je ne savais pas exactement ce que je ferais ensuite, mais je savais une chose avec certitude, je le ferais pour moi, pour mon fils, et je le ferais libre. Quand nous sommes arrivés à la maison, la lumière du porche que j'avais laissé allumer m'a semblé différente. Ce n'était plus un faux phare de chaleur, mais une simple lumière, un outil. La maison n'était plus une prison, mais une propriété, un lieu. Les choses commençaient à perdre le pouvoir émotionnel qu'elles avaient sur moi. Don Ramiro avait insisté pour m'attendre à l'intérieur. Je l'ai trouvé sur le petit canapé du salon, somnolant doucement, le babyphone à côté de lui. Il s'est réveillé dès que je suis entré. « Bienvenue », dit-il avec un sourire fatigué. Le champion n'a pas fait un bruit. Il a dormi comme une pierre. « Merci, Don Ramiro. Je ne sais pas comment vous rendre tout ça, ai-je dit. Ma gratitude était immense. Il n'y a rien à payer, Itzel, répondit-il en se levant. Les gens bien s'occupent les uns des autres. Maintenant, repose-toi. Tu l'as mérité. Il m'a tapoté doucement l'épaule et il est parti, laissant derrière lui une traînée de décence et de bonté. Je suis monté dans ma chambre. Matteo dormait dans son berceau, sa poitrine montant et descendant dans un rythme parfait et sain. Le son de sa respiration était la seule musique dont j'avais besoin. Je l'ai regardé longtemps. L'amour que je ressentais pour lui était si fort que ça faisait mal. Il était mon « pourquoi ». Il était ma vérité. La nuit où j'ai failli le perdre, je me suis trouvé moi-même. La nuit où j'ai combattu pour lui, je me suis libéré. Je me suis assise à mon bureau et j'ai allumé l'ordinateur portable. J'ai ouvert la page de ma boutique. Il y avait de nouvelles commandes, de nouveaux messages. Mon petit monde, celui que j'avais construit en secret, continuait de tourner, indifférent au drame et à la ruine de mes parents. J'avais mon travail, j'avais mon fils,
j'avais ma liberté et pour la première fois, j'ai senti que ce n'était pas seulement suffisant, c'était tout. Je n'ai plus reparlé avec mes parents ni avec ma sœur. Quelques jours plus tard, j'ai vu un camion de déménagement devant la maison. Ils sont partis sans dire au revoir, obligés de vendre la maison pour payer les dettes de la fête et la résiliation du contrat du traiteur. Je ne sais pas où ils sont allés. Et, à ma surprise, ça ne m'a pas importé. Le vide que leur absence aurait dû laisser dans ma vie était déjà comblé par mon propre amour de moi-même, par l'amour pour mon fils et par la paix qui vient avec la justice. Parfois, la nuit, quand je regarde Mathéo dormir, je pense à cette nuit-là. Je pense à Litzel qui pleurait et suppliait devant une porte fermée, et je pense à la femme qui s'est relevée de ses cendres. On m'a souvent dit que, le sang est plus épais que l'eau. C'est un dicton que les gens utilisent pour justifier une loyauté inconditionnelle envers la famille, peu importe le prix. Mais moi, j'ai appris une autre leçon. J'ai appris que l'eau d'un étranger peut te sauver la vie, alors que le sang de ta propre famille ne veut parfois que te voir couler dans tes propres problèmes. Ils m'ont appris que le silence est une forme de contrôle, une façon de te faire sentir invisible. Mais moi, j'ai appris à utiliser leur propre arme contre eux. J'ai brisé mon silence. J'ai transformé leur murmure cruel en un cri qui a résonné devant tout leur monde. Peut-être que cette nuit-là j'ai perdu une famille, celle que j'étais censé avoir. Mais si je repense à la petite fille qui a toujours été la deuxième, à la jeune fille dont les rêves ont été écrasés, à la mère qui a dû supplier pour la vie de son enfant, était-ce vraiment une famille? Je ne le crois pas. Je crois que c'était une cage. Et moi, j'ai enfin trouvé la clé. Alors je vous pose la question, à vous qui avez écouté mon histoire. Ai-je eu tort? Suis-je allé trop loin en les exposant de cette manière, ou bien ne leur ai-je donné que l'écho de la même cruauté qu'ils m'avaient donnée? Qu'en pensez-vous?